posé. La prochaine réunion, donc le 11 janvier, ça sera Michel Bénézite, qui était directeur de l'une des branches de Total, je ne me rappelle pas laquelle. Et le titre n'est pas fixé encore, mais ça sera quelque chose du genre le bêtisier des hydrocarbures. C'est tout un programme. Ensuite, nous aurons à nouveau Paul de Hevels pour en quelque sorte l'anniversaire de la conférence précédente, avec le même thème, c'est le climat, on s'en fout, mais il préfère quelque chose de plus shakespearien, beaucoup de bruit pour rien. Et en mois de mars, ça sera en principe Yves Bréchet, qui est membre de l'Académie des sciences également, comme Paul de Hevels, et qui est directeur scientifique chez Saint-Gobain. Il n'a pas donné de titre encore. Et comme information complémentaire, nous pensons organiser une formation, probabilité à destination des ingénieurs. La date précise n'est pas fixée, mais ça sera fin février. On a des difficultés d'organisation, ça a changé depuis la dernière qu'on a organisée, qui était en 2018. Et maintenant, les règles administratives ont été modifiées, ce qui fait qu'on a des... On voulait le faire en 2023 et on n'a pas réussi, donc c'est reporté à 2024. Les règles administratives ont été modifiées en ce sens qu'on demande un numéro d'homologation après avoir reçu des inscriptions et non plus avant, comme c'était le cas. Bon, c'est devenu compliqué, mais tout est compliqué. On finira par y arriver. Ce n'est pas un problème. Donc, vous pouvez faire circuler l'information. Alors, il y en a un qui arrive. Vu le bruit à la pièce d'à côté, il y en a qui arrivent. Bon, je vais commencer mon exposé qui va avoir trait à l'enseignement scientifique en général. Et je parlerai un peu des mathématiques, mais pas spécifiquement. On est entré depuis environ 40 ans dans une période d'obscurantisme. Personne n'en connaît la raison. L'obscurantisme se définit par le fait que les gens réfléchissent de moins en moins, ils ont des convictions. Bonjour, entrez, asseyez-vous, je viens de commencer, c'est pas grave. Je disais qu'on était entré dans une période d'obscurantisme. Prenez votre temps. Et ça se caractérise par le fait que les gens refusent de réfléchir et qu'ils ont des convictions sur n'importe quoi. Et il est inutile de discuter. Donc ce n'est pas seulement le refus d'une approche scientifique, c'est j'ai des convictions et quoi que vous disiez, ça ne m'intéresse pas. Donc il en résulte en particulier un rejet de tout ce qui est approche scientifique par l'ensemble de la population. Tout le monde remarque que les gens ont de plus en plus peur de ce qu'on appelait par le passé le progrès scientifique. Ça leur fait peur alors qu'à la sortie de la guerre, tout le monde considérait que le progrès scientifique, c'était un vrai progrès, qui allait faciliter la vie des gens, qui allait faire en sorte qu'on vive plus longtemps, etc., etc. Maintenant, ils ont peur de tout. Pour vous donner un exemple, nous-mêmes, nous avons eu un contrat avec RTE, Réseau de transport d'électricité, qui est une filiale de EDF. Ils étaient inquiets parce que tout le monde leur reprochait les lignes à haute tension et le fait que les lignes à haute tension pouvaient, selon les craintes de la population, générer la maladie d'Alzheimer ou la leucémie infantile. Donc notre travail a été de lire des articles consacrés à l'attaque contre les lignes à haute tension et montrer que ces articles étaient dépourvus de contenu scientifique. Ce que nous avons fait, et les articles ont été retirés, et les attaques ont cessé. Et ça illustre une partie de mon exposé, en ce sens que quand on réagit, ça a un effet. Bref, on est entré dans une période d'obscurantisme. Alors, est-ce qu'il y en a déjà eu dans l'histoire de l'humanité? La réponse est évidemment oui. Alors, si vous remontez un peu dans le temps, il y en a eu une très longue entre Aristarque de Samos et Copernic. Elle a duré 1800 ans, et c'était 1800 ans pendant lesquels on croyait que la Terre était immobile et que le reste tournait autour. Et il a fallu... Les Grecs savaient très bien, c'est dans Archimède, c'est dans beaucoup de citations grecques, les Grecs savaient très bien que la Terre tournait autour du Soleil, mais ça a été oublié pour des raisons religieuses, je crois, et ça n'est revenu qu'à partir de Copernic. Copernic n'a pas eu d'ennui quand il a publié son livre, vous savez pourquoi ? Non, vous ne le savez pas, parce qu'il est mort le jour de la parution du livre. Et qu'on lui a tendu le livre, il a dit « Ah, c'est bien », et il est mort. Donc il n'a pas eu d'ennui avec l'Église, mais il en aurait eu s'il avait vécu plus longtemps. Ça a duré 1800 ans parce que, excusez mon langage, tout le monde s'en fout de savoir si
un machin tourne autour d'un truc ou l'inverse. Donc la période d'obscurantisme a pu durer très longtemps. Mais réfléchissez à ceci qui est très important pour la suite de mon exposé, c'est que pendant 1800 ans, il y a eu des tas de colloques scientifiques, il y a eu des tas de publications, il y a eu des tas de thèses, il y a eu des tas de rassemblements, et il y a eu tout un tas de pressions pour empêcher les gens qui croyaient que la Terre tournait autour du Soleil de s'exprimer. Donc la période d'obscurantisme s'est traduite par le fait que toute la communauté scientifique était persuadée que la Terre était immobile et que le reste tournait autour. Et ça a duré 1800 ans. Vous vous rendez compte de l'effort qu'il a fallu pour garder une telle doctrine intacte pendant aussi longtemps. Donc ça, c'est très intéressant, ça. Et je reviendrai à plusieurs reprises en disant que pendant les périodes d'obscurantisme, les scientifiques sont largement à l'origine de ces périodes. Alors ensuite, vous en avez eu beaucoup d'autres. Vous en avez une avec Savonarola à Florence au XVIe siècle. Il avait instauré un ordre moral de nature religieuse. Et les gens en ont eu très vite marre. Ça a duré 4-5 ans, pas plus. Après quoi, il a été pendu, puis étranglé, puis brûlé. Les historiens ne sont pas d'accord sur l'ordre des opérations, mais de toute façon, ça n'a pas grande importance à ce stade. Bref, on s'en est débarrassé assez rapidement et assez vigoureusement. Après, il y a eu une période qu'on peut qualifier d'obscurantisme sous Staline avec Lysenko. C'était une doctrine sur l'hérédité des caractères acquis. Et là encore, c'était des scientifiques qui avaient profité de l'état politique pour dicter une doctrine et personne ne pouvait s'y opposer. Et enfin, bien sûr, la plus proche de nous, ça a été la période en Allemagne qui s'est étendue entre 1933 et 1945, où la doctrine, c'était la pureté de la race, et elle est très comparable à la période que nous connaissons actuellement, où la doctrine, c'est la pureté de l'atmosphère. Et on va voir que les arguments sont très voisins. Alors la doctrine de la pureté de la race, la réponse qu'ont apporté Max Planck et Werner Heisenberg en 1933, et dont nous nous servirons, c'est de dire on va créer des îlots de stabilité. C'est-à-dire que Max Planck avait été voir Hitler et il lui avait dit c'est pas normal de virer les juifs allemands des physiciens, parce qu'ils ont combattu pendant la Première Guerre mondiale comme tout le monde, et ils sont aussi allemands que n'importe qui. C'est raconté par Heisenberg dans le livre qui s'appelle « La partie et le tout ». Je vous recommande la lecture de ce livre. Et Max Planck raconte que Hitler ne l'avait pas du tout écouté. Donc ils ont décidé à ce moment-là qu'on ne pouvait rien faire. C'était le début du nazisme. La seule chose à faire, c'était de se mettre en retrait, travailler tranquille sur les thèmes qu'ils choisiraient, et de manière à faire en sorte que, quand le nazisme aurait disparu, il y aurait de la bonne physique qui resterait quelque part en Allemagne. Il faut s'en féliciter parce que s'ils avaient appuyé Hitler dans sa tentative pour acquérir la bombe atomique, probablement les choses auraient été très différentes. Il faut se souvenir que Planck et Heisenberg, c'était les deux meilleurs physiciens nucléaires au monde à l'époque. Donc le fait qu'ils se soient mis en retrait des projets du nazisme est certainement extrêmement important dans la pratique pour le déroulement de l'histoire. Donc c'est ce que nous avons fait en disant on va créer un îlot de stabilité. Et c'est un point essentiel, c'est-à-dire que dans une période d'obscurantisme, il y a encore des gens qui arrivent, c'est très bien, mais ils sont de plus en plus tard. Dans une période d'obscurantisme, les gens arrivent en retard pendant les exposés. C'est logique. Jusqu'à un quart d'heure de retard, c'est comme la SNCF, on n'est pas en retard. Non, la SNCF, c'était 5 minutes quand nous travaillions pour eux. Bonjour. On vous pardonne, c'est pas grave. Il y a probablement des gens encore plus. Vous avez l'air complètement essoufflé, mon pauvre. Quand on est en retard, on se dépêche. Bon, on fait semblant. Ce qui est important en période d'obscurantisme, là, à l'heure actuelle, ça se manifeste par des digressions sur le climat. Les gens sont partagés en castes qui sont climatophiles, climatophobes, ou ce que vous voulez. Et la recommandation que je ferais, c'est qu'il est complètement inutile de discuter. Si vous prenez un apôtre du GIEC, ce n'est pas la peine de discuter avec lui. De toute façon, il ne vous écoutera pas. Il est complètement convaincu d'avoir raison. Donc vous perdez votre temps. Il y a eu des tas de publications faites par des tas de gens de bonne qualité en disant il y a des doutes sur tel et tel aspect, mais les gens du GIEC ne les écoutent pas.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez toute une caste de la population qui est de très basse qualification intellectuelle, qui n'a jamais rien publié, jamais rien étudié, etc., mais qui se sent investi d'une mission de sauvetage de la planète. Et ces gens-là, ils sont bons à rien, sauf à vous enquiquiner, et il vaut mieux ne pas discuter. Ça ne sert à rien. Vous n'obtiendrez jamais rien de leur part. Donc, basta, n'essayez même pas. Donc, tout ce qu'on peut faire... Alors, nous ne sommes pas climato-sceptiques, nous sommes climato-indifférents. Et il y a 3 personnes dans ce groupe de climato-indifférents. Il y a Paul de Vels, il y a un dénommé John Clauser, qui a eu le prix Nobel l'année dernière, qui a dit le climat, on s'en fout, puis il y a moi. Donc, on n'est que 3, mais ça nous suffit, quoi. Donc, c'est pas... Le sujet est assez indifférent. Et alors pourquoi est-ce que les gens se sont mis à s'inquiéter du climat d'un seul coup? Je n'en sais rien. Je vais y venir dans mon exposé. Je crois que le pays est fondamentalement malade, en quelque sorte, et qu'ils ont attrapé cette maladie-là comme, vous savez, quelqu'un qui est mal portant, il attrape les oreillons, il attrape la grippe, il attrape n'importe quoi, il attrape tout ce qui passe. Donc ça me permet de penser que la crise actuelle, peut-être que ça va s'effondrer rapidement, parce que les conneries sur le climat mènent le pays à la déroute économique. Ça va s'effondrer dans les mois qui viennent, ça c'est clair, ça. Mais mon point de vue, qui est très pessimiste, est que, de toute façon, la période d'obscurantisme ne finira pas avec l'effondrement des bêtises sur le climat. Il va sortir une autre gamme de bêtises. Autrement dit, mon point de vue, c'est la période d'obscurantisme qu'on a vue tout à l'heure pendant 1800 ans, on l'a déjà eu 50 ans, il reste 1750 ans à tenir. Alors préparez-vous. Donc il vaut mieux être pessimiste et faire en sorte de se préparer à pouvoir survivre dans les périodes d'obscurantisme. Ça, c'est un point essentiel. Comme disait le PDG d'Intel, Andrew Grove, seuls les paranoïaques survivent. Donc ça me paraît essentiel. Ça, ne tablez pas sur un regain de l'intelligence dans le pays dans les semaines ou mois qui viennent. Ça paraît totalement exclu. Alors, je viens maintenant à la situation liée à la... Comment dire ça? Recherche scientifique, d'habitude, la position des scientifiques. Alors, on entend tout le temps dire dans la radio, à la radio, dans la télévision, dans les journaux, il faudrait donner davantage de poids aux scientifiques et moins aux politiques. Sous-entendu, c'est les politiques qui font des conneries, et si on donnait du poids aux scientifiques, ça irait beaucoup mieux. Cette idée, j'insiste auprès de vous, elle est radicalement fausse. Toutes les périodes d'obscurantisme ont été créées par des scientifiques. Alors vous avez vu par exemple avec le Covid, les histoires des modèles qui montraient qu'il y aurait plein de Covid. Vous l'avez vu aussi sur le sida. Pour le climat, c'est lié au fait qu'il y a des tas de gens qui ont fait des modèles expliquant que ça allait se casser la figure et que les températures allaient bouillonner pendant... Ce qui me fait rigoler, je crois que je l'ai mis sur notre site web et je vous recommande d'aller voir. Il y a un astronome qui s'appelait Flammarion, qui était très connu, Camille Flammarion, et il s'était servi du passage de la comète de Halley pour faire un texte génial en expliquant que du fait du passage de la comète, la planète allait être détruite. Et ça avait créé une telle, je ne sais pas comment dire, un tel bouillonnement auprès de la population qu'il y a des gens qui se sont suicidés, etc. Vous cherchez quelque chose? Non, pas du tout. Bon. Je comptais le nombre de personnes. Oui, mais il va en venir. Il y a plus qu'instruit que ça. Je suis désolé. Merci à ceux qui sont là, parce qu'en plus, il y a la tentation de rester chez soi et de regarder ça sur le... Et surtout, dommage pour les autres. Ouais. Donc, les scientifiques sont très largement responsables de la naissance de la période d'obscurantisme. Et surtout, excusez-moi, ils sont responsables du maintien de cette période d'obscurantisme. Car en définitive, c'est nous qui avons le pouvoir. On aurait très bien la possibilité de contester un certain nombre de décisions politiques. Et je vais vous donner des exemples qui sont très simples. En ce qui concerne le climat, par exemple, la mode actuelle, c'est la décarbonation. On entend parler de ça en permanence. J'ai raconté dans la lettre de la SCM, la dernière qui a été faite, l'histoire de l'Académie des technologies qui a émis une recommandation sur la manière de décarboner. Pourquoi est-ce que ces imbéciles ne se sont pas demandé d'abord s'il était pertinent de décarboner? Et ils ne l'ont pas fait. Or, qu'est-ce que c'est que l'Académie des technologies? C'est des vieux schnocks qui sont à la retraite et qui n'ont rien à craindre de représailles quelconques de quelque gouvernement que ce soit. Donc ils ont leur liberté de parole. Ils ne l'ont pas utilisée. Au contraire, ils ont été dans le sens du gouvernement en lui donnant raison en ce qui concerne la décarbonation. En quelque sorte, ils l'ont appuyé de leur prestige scientifique.
C'est pas complètement la même chose avec l'Académie des sciences, où il y a un certain nombre de gens qui ont protesté, mais à titre individuel. Il y a mon ami Paul de Hevels, il y a un dénommé Vincent Courtillot aussi, que je ne connais pas du tout, mais qui est célèbre pour avoir largement émis des commentaires négatifs en ce qui concernait les doctrines sur le réchauffement climatique. Probablement il y en a d'autres aussi, mais c'est resté marginal. Vous me direz, la presse n'en rend pas compte, c'est vrai. Mais en l'occurrence, il est clair que l'Académie des sciences n'a pas émis de vœux majoritaires en disant qu'il faudrait peut-être commencer par réfléchir avant de prendre tout un tas de décisions liées à la décarbonation. Vous voyez. Au pire, les scientifiques s'en sont accommodés. Non, je dirais au mieux ils s'en sont accommodés et au pire ils ont poussé dans le sens de la roue. Et c'est ce qui s'est produit, et d'où mon parallèle, c'est ce qui s'est produit en Allemagne à partir de 1933. Si vous regardez ce que je vous conseille vivement de faire, le paragraphe sur Wikipédia qui s'appelle « La science sous le Troisième Reich », vous constaterez que 95% des scientifiques ont donné raison, ont appuyé la doctrine de la pureté de la race, et ils l'ont appuyé jusqu'à l'effondrement en 1945. Et parmi eux, plusieurs prix Nobel. Donc ils considéraient qu'il était nécessaire de débarrasser l'Allemagne de toutes les races impures. Et ça a été appuyé par tous les scientifiques. 95% des scientifiques. Les publications existent encore, malheureusement. D'ailleurs, c'est un regret que j'ai. Au moment des procès de Nuremberg, on n'a pas jugé de scientifiques. On aurait pu. On aurait dû. On a jugé les médecins. Ça, c'était assez inévitable, vu ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas jugé les scientifiques. Alors, à l'heure actuelle, vous avez plein de scientifiques qui publient des tas de trucs sur la décarbonation, le réchauffement climatique, etc. Ils profitent de la situation, en quelque sorte, pour appuyer leurs dires. Donc, quand on entend dire il y a une majorité de scientifiques qui pensent que, vous répondrez que pendant toutes les périodes d'obscurantisme, et j'ai mentionné celle qui a duré 1800 ans, tous les scientifiques appuyaient cette période d'obscurantisme. Ils étaient à l'origine et ils l'ont conservée autant qu'ils ont pu. C'est assez étonnant, enfin, c'est assez déplaisant. On est face à une vision noire de l'humanité en se disant que les scientifiques, en principe, ils sont libres de leurs recherches, libres de leur... Et c'était pareil sous Staline avec Lysenko. Tous les gens s'étaient rangés sous la bannière de Lysenko. C'était des histoires d'hérédité de caractères acquis, je ne me rappelle pas les détails. Mais enfin, vous avez eu sous chaque régime un certain nombre d'idées qui sont apparues comme ça, baroques, et qui ont été défendues par les scientifiques du moment. Ça s'est effondré à cause des progrès scientifiques ultérieurs, mais jamais tout de suite et avec beaucoup de réticence. C'est ce que dit Max Planck, il dit, mais ce n'est pas lié au nazisme, il dit « Une vérité scientifique en science n'est jamais acceptée par les gens de la génération. Simplement, ils meurent et ils sont remplacés par la génération suivante à qui cette vérité est devenue familière. » Il disait ça pour la théorie des quanta, mais c'est pareil pour n'importe quoi. Donc vous avez cette triste constatation, à savoir que ça n'est pas vrai, qu'il faudrait donner plus de pouvoir aux scientifiques. En réalité, c'est eux qui sont à l'origine des périodes d'obscurantisme. Et en tout cas, la constatation évidente, à laquelle vous ne pouvez rien, c'est qu'ils ne font jamais rien pour l'empêcher. Et vous le voyez bien à l'heure actuelle. Il n'y a pas de regroupement de scientifiques qui essayent de faire rétablir, je ne dis même pas de se battre sur les histoires de climat, etc., mais se rétablir la nécessité d'avoir un dialogue scientifique de bonne qualité. On publie les données, on travaille sur les données, on fait des discussions, on fait des tables rondes, on fait des émissions de télévision où il y a une contradiction, etc., etc. Tout ça existait dans le temps, mais ça n'existe plus du tout. Maintenant, vous avez une caste qui a pris le pouvoir et elle entend bien le garder. Et les scientifiques font partie de cette caste qui a pris le pouvoir et ils entendent bien le garder. Donc, par définition, ils sont hostiles à un pluralisme de la réflexion. Ce qui est évidemment le contraire de l'approche scientifique. L'approche scientifique doit, par définition, accepter la contradiction. Et cela, pas du tout. Alors, vous me direz, c'est des scientifiques médiocres. Oui, peut-être, pas tous. Il y a eu, sous le Troisième Reich, il y avait des prix Nobel, des gens qui étaient de bonne qualité intellectuelle et qui ont été largement qui ont cherché largement à profiter des circonstances. Donc je ne crois pas que ça soit directement lié à la qualité intellectuelle. On ne peut pas dire qu'il y a les imbéciles dont la peau au plus vite au genou devient sale et exécuter des
comment ça se dit déjà, des tours de souplesse dorsale. C'est Cyrano de Bergerac, ça. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a que les imbéciles qui font ça, puis les gens à haut niveau, au contraire, restent indépendants. Ce n'est pas vrai. La soumission est uniformément répartie dans toutes les couches de la société. En tout cas, c'est ce qui s'est manifesté. Moi, je n'ai qu'une vue historique sur la question. Bon, donc ça, c'est l'aspect... c'est quoi, ça? C'est pas toi. Bon. C'est l'aspect... Ouais, rangez votre truc, là. Ben, éteignez-le. C'est l'aspect scientifique général. Je vais parler un peu plus des mathématiques maintenant, parce que la situation en mathématiques est peut-être plus désagréable, plus inquiétante que dans beaucoup d'autres disciplines. La presse se fait l'écho en permanence du déclin de la formation en mathématiques en disant les gosses ne savent plus rien, etc., etc. Enfin, vous lisez ça tous les jours. Moi, je n'ai pas de contact avec l'enseignement primaire, donc je ne sais pas ce qu'il en est en réalité. Mais je peux faire un peu d'historique qui est très intéressant parce que j'ai été observateur de ces choses pendant longtemps. Donc en mathématiques, von Neumann, dans les années 1945, avait annoncé le déclin. Il a un texte que j'ai sur notre site web qui énonce qu'il va y avoir un déclin dû au fait que les mathématiques se sont réfugiées dans un formalisme. Et il réclame le retour à l'empirisme, c'est-à-dire aux lois de la nature. Et von Neumann lui-même s'amusait beaucoup, si j'ose m'exprimer ainsi, à faire de la modélisation. C'est-à-dire qu'il prenait un phénomène réel. Le dernier qu'il a pris, c'était la mécanique quantique, dont il a fait le formalisme. Mais avant ça, il a fait de la théorie des jeux, etc., etc. Enfin, il a fait plein de choses pour lesquelles il a fait un formalisme mathématique correspondant à la préoccupation qu'on avait. Ce qui est marrant, c'est qu'on vient de terminer un contrat pour le ministère des Finances où nous avons contesté le formalisme de von Neumann pour la mécanique quantique, en montrant qu'il n'était pas adapté, qu'il n'était pas correct. Mais en tout cas, il avait essayé. En 1945-50, c'était bien d'avoir essayé. On aurait pu le remettre en cause depuis, ce qui n'a pas été fait. En tout cas, von Neumann était un très grand mathématicien et il avait annoncé le déclin, en quelque sorte, du fait d'un excès d'académisme. Il l'écrit explicitement. Ça n'a pas été suivi des faits. Alors, ce que j'ai vécu moi-même, c'était l'époque où les mathématiques étaient contrôlées par un petit nombre de mandarins. Les mandarins, c'était des gens comme Laurent Schwartz, dont j'étais l'élève, il y avait Gustave Choquet, Paul Maliavin, puis bien d'autres. Et l'époque était au fait que les gens considéraient que ce qu'ils faisaient en mathématiques, c'était le summum de la réussite, et qu'il n'y avait pas à considérer d'autres mathématiques. En quelque sorte, c'était un aboutissement absolu. Et le résultat était qu'ils étaient d'un extrême élitisme. Et Dieudonné est passé à la télévision une fois en disant il n'y a que 3 ou 4 mathématiciens par an qui font progresser la science, ce que les pouvoirs politiques ont interprété en disant il n'y a pas besoin de plus que 3 ou 4 places dans l'année, quoi, c'est tout, c'est simple. Et moi-même, j'ai expliqué à Schwartz des dizaines de fois, je m'entendais bien avec lui, on s'engueulait en permanence et on s'entendait bien, que quand il sélectionnait des gens, quand il en virait, comme il faisait sans arrêt, il virait des gens qui étaient parmi les 1% plus intelligents de la population française. Alors il était d'accord en privé, mais en public, il continuait à défendre le dogme habituel du sélectionnisme. C'est simple, tous les enfants des grands mathématiciens de cette génération sont devenus fous ou se sont suicidés. Et il n'y a pas de contre-exemple. Donc ils ont poussé le sélectionnisme très loin et ils nous ont légué les mathématiques dans un état bien pire qu'ils ne l'avaient trouvé. Alors je n'ai pas à m'en plaindre, moi j'étais mainstream parce que j'étais élève de Schwartz, donc j'ai eu un poste de professeur titulaire à moins de 30 ans, alors que les gens maintenant, ils ont plus de 40 ans quand ils sont titularisés. Donc j'étais bien content, mais n'empêche que je critique le système quand même, et je l'ai toujours critiqué. Et Schwartz était d'accord avec moi en privé, jamais en public. C'était pareil avec le groupe Bourbaki. Alors Bourbaki, c'est un des éléments de mathématiques qui était très abstrait et qui était destiné, c'était pas idiot dans le principe, c'était destiné à revoir les fondements des mathématiques pour les rendre plus solides. C'était pas idiot dans son principe. Sauf que ça n'aurait jamais dû être un livre, un volume, un ensemble de volumes pour l'enseignement. C'était pas destiné à faire de l'enseignement. C'était beaucoup trop abstrait, beaucoup trop académique. Et c'est devenu, les mathématiciens de l'époque ont considéré que ça devait être la base de l'enseignement.
ce qui était absurde. Donc moi, j'étais jeune prof à Lyon 1 dans les années, j'ai été nommé en 79, et j'ai vécu l'apparition de ce qu'ils ont appelé les mathématiques modernes. Et c'est très intéressant parce que c'était des gens très honnêtes, très simples, pas du tout corrompus. Et les raisons pour lesquelles ils ont voulu faire intervenir les mathématiques modernes, il y avait deux raisons. Premièrement, ils disaient, il y a l'informatique qui va nous envahir, et donc il faut faire quelque chose de plus abstrait. Et la deuxième raison, c'était de nature sociologique, en disant, les gosses de riches réussissent mieux que les gosses d'ouvriers, donc il faudrait faire quelque chose qui soit plus abstrait, moins culturel. Voilà. Et selon eux, une approche bourbakiste des mathématiques était plus susceptible de favoriser les classes pauvres, ce qui s'est révélé totalement idiot. Mais encore une fois, ces gens-là n'étaient pas malhonnêtes, simplement, comme la plupart des mathématiciens, ils étaient coupés de la réalité. Donc ils ont pris des décisions qui se sont révélées idiotes, nocives, mais en toute bonne foi. Ce n'étaient pas des gens malhonnêtes et ils ne se sont pas enrichis à titre personnel et ils n'avaient pas d'intérêt à promouvoir tel et tel dogme. En tout cas, c'est comme ça que c'est né. C'est très intéressant de le savoir. Et puis après, ça, je ne sais pas comment dire, vogue la galère, les choses ont évolué par elles-mêmes. On a le sentiment que la génération suivante, qui était la mienne, était de beaucoup moins bonne qualité, et puis la génération suivante d'encore moins bonne qualité, et ainsi de suite. C'est-à-dire ça s'est dégradé. Faute de 109, on avait fait en sorte d'avoir un sélectionnisme outrancier, ce qui fait que le 109 ne s'est pas manifesté. Grossièrement, vous ne pouvez pas savoir quand vous recrutez quelqu'un s'il est bon ou s'il est mauvais. Donc vous avez intérêt à en avoir plein, et puis vous laissez émerger, ça peut être des jeunes, ça peut être des vieux. Je vois le club de judo, là, Alexandre Borderieux, qui a fait une conférence il y a quelques mois. Le club de judo, ils acceptent tout le monde, les jeunes comme les vieux, et ils disent qu'il y a de la place pour tout le monde. Et le résultat, c'est que le club prospère, ça s'appelle AJA, et c'est dans le 20e arrondissement. Le club prospère, il y a de plus en plus de monde. Alors que chez nous, c'est l'inverse, il y a de moins en moins de monde. Donc il ne faut pas être... Alors je ne dis pas que tous les gens du club AJA sont des champions, mais ils acceptent tout le monde, et certains d'entre eux vont devenir effectivement des champions. Et c'est pareil en mathématiques. Je vais vous donner un exemple vraiment très grossier et très simple. On a reçu la semaine dernière un jeune de classe 3e, et il était venu faire un stage chez nous, un stage d'1 semaine, donc c'est très bref. Et je lui ai donné comme sujet de stage la flottaison d'une sphère qu'on pose dans l'eau selon les méthodes d'Archimède. Alors tout le monde m'a dit, mais c'est beaucoup trop difficile, il est qu'en 3e, etc. Et le résultat, c'est qu'il a fait un excellent rapport de stage dans lequel il montre qu'il a parfaitement compris la méthode d'Archimède et ce que c'est que la flottaison d'une sphère. On va le mettre sur le site web dès qu'il aura envoyé les petites corrections que je lui ai demandées. Donc il n'est pas du tout absurde de faire en sorte que les jeunes soient intéressés par quelque chose qui est directement lié aux lois de la nature. Grossièrement, on n'a pas à attendre entre le moment où ils sont en 3e et le moment où ils terminent un Master 2, à 25 ans et plus, qu'ils découvrent quelque chose. Les gosses, ils sont intéressés, ils peuvent être intéressés dès le plus jeune âge par des phénomènes naturels. Voilà. Et donc, si on veut récupérer des jeunes, c'est en les intéressant aux lois de la nature et pas en les gavant avec des mathématiques abstraites à base de Bourbaki. C'est ça le point essentiel sur lequel je veux insister. Et l'expérience montre que les jeunes peuvent être tout à fait dynamiques et intéressés. Alors il y a un changement d'idéologie, ça c'est sûr, ça. Je ne sais pas si c'est lié à l'obscurantisme, mais les générations actuelles sont beaucoup moins enclines à prendre des risques. Nous, quand j'étais gamin, on nous gavait avec des poèmes du genre Les Conquérants de Le Comte de Lille, ivres d'un rêve héroïque et brutal. De Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango nourrit dans les mines lointaines. Cipango, c'est le Japon. C'est pas le poème des Zelensky, non? Quoi? C'est pas le poème des Zelensky, non? J'ai pas compris. C'est pas le poème de Vladimir Zelensky, non? Non, c'est un dénommé Le Comte de Lille, mais peut-être qu'il l'avait traduit du russe, j'en sais rien. Enfin, c'est standard, quoi. Et nous, on nous bassinait quand j'étais gamin avec des rêves héroïques et brutaux. Et ça a totalement disparu. Les gens n'ont plus du tout de rêves héroïques et brutals. C'est un peu triste. Et aussi, une chose qui a beaucoup évolué, qui est peut-être due à l'aspect période d'obscurantisme, c'est le fait que nous étions beaucoup plus irrévérencieux que les gens ne le sont maintenant.
C'est-à-dire maintenant, ils ont un respect pour le pouvoir politique qui est tout à fait extraordinaire. Un sous-secrétaire d'État qui va visiter n'importe quelle institution, le CETIM à Senlis, etc. Donc vous aurez une haie d'honneur, des gens en train de lui serrer la louche, etc. Et dans ma génération, l'exemple que nous avions, c'était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand va voir Diogène et lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et Diogène lui répond « Ôte-toi de mon soleil. » Voilà. Bon, ça a tout dit, ça a franchi, c'était en 240 avant Jésus-Christ, et ça a franchi les âges jusqu'à maintenant. Ben, vous n'entendrez pas un bonhomme à l'heure actuelle dire ça. S'il reçoit Macron, il ne lui dira pas « Ôte-toi de mon soleil », sauf ici peut-être. Donc c'est fait partie des changements d'idéologie qui se sont manifestés au cours des années. Moi, je me retrouve complètement dans le discours de Kennedy dans les années 60. Il avait dit « We will go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, and etc. » Il a dit « On va aller dans la Lune parce que c'est difficile. » C'était dans les années 60 et c'était John Fitzgerald Kennedy. On n'a pas ça en France. D'abord, on n'est jamais allé dans la Lune, et les Européens non plus, et surtout, on n'a pas envie d'y aller. La seule ambition qu'on a, c'est de faire des trous pour mettre du CO2. Alors, vous avez du mal à entraîner les jeunes vers la science si vous n'avez pas d'injonction du style vous allez pouvoir aller dans la Lune ou sur Mars ou sur n'importe quoi. Et si vous leur dites, vous faites des études et vous allez faire des trous pour mettre du CO2, ils n'ont pas tellement envie. Quand j'ai annoncé cet exposé, il y a un type qui travaille chez EDF, il est haut placé dans la R&D de EDF. Il m'a dit « Oh, combien c'est vrai ce que vous racontez là ?» J'ai un fils, il s'était inscrit dans les études scientifiques, il a arrêté pour faire de la restauration. C'est quand même triste, ça, vous voyez. Donc, il y a une désaffection assez manifeste des jeunes pour... je n'ai pas envie de dire que c'est seulement pour la science, mais pour la découverte. Quand on allait conquérir le fabuleux métal, ce n'était pas de la science. Simplement, on avait envie de foutre des baffes aux autochtones, parce que c'était marrant comme tout. Et ça faisait plaisir, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas que de la recherche scientifique. La découverte, enfin, les grands navigateurs, ce n'était pas seulement de la découverte scientifique, c'était aussi pour s'enrichir, etc. Bon, donc, l'idéologie a beaucoup changé. Mais il n'est pas interdit à petite échelle, comme disaient Max Planck et Werner Heisenberg, de rétablir cette curiosité. Alors, je vais en venir à l'aspect traitement pour les élèves. Il y a deux aspects que je veux traiter. Premièrement, qu'est-ce que les élèves doivent réclamer pour leurs cours? Et ensuite, comment doivent-ils s'adresser à un employeur éventuel? À l'heure actuelle, quand nous avons reçu des demandes de stage, et quand j'étais prof de fac, il y avait 75% d'étrangers dans ce qui s'appelait à l'époque les DEA, c'est devenu le master machin, là, master 2, et maintenant c'est 100% d'étrangers. Donc sur les 50 ou quelques demandes que j'ai reçues pour des stages de master à la SCM, il y avait 0 français, c'est simple, 0. C'est pas que je déplore que des étrangers soient candidats chez nous, je m'en réjouis, au contraire, c'est une preuve de bonne santé. Mais il n'est pas normal qu'un pays ait 0 autochtone, quoi, que nos nationaux ne fassent plus ça du tout. C'est pas le cas aux États-Unis. Et c'est certainement pas le cas. Alors, on peut concevoir un pays qui n'a pas de science du tout et qui vivrait seulement sur des aspects commerciaux. C'était le cas, par exemple, des Phéniciens au début de l'ère chrétienne, ou avant, c'était des gens qui faisaient du commerce. Donc on n'a pas tellement besoin de sciences, de mathématiques pour faire du commerce, sauf qu'il faut quand même avoir des choses liées à la position des étoiles qu'ils avaient, et des choses liées à l'assurance, ils avaient des assurances. Mais vous me direz, on peut faire traiter ça par des spécialistes extérieurs. Ça ne justifie pas que le pays s'en soucie. N'empêche que les grands pays à l'heure actuelle, les États-Unis, la Russie, la Chine, misent leur développement industriel sur un développement scientifique. La part de la richesse du pays qui est consacrée à la science est très importante dans ces pays-là. Et chez nous, elle l'est de moins en moins. Donc il y a un repli, en quelque sorte, de l'idéologie du pays destinée à faire de moins en moins de science.
En fait, on a remplacé ça chez nous par un consensus. On a déclaré que c'était plus la peine de faire des investigations, il suffisait de mettre 150 crétins autour d'une table, ils allaient prendre une décision à l'unanimité ou pas, et on allait se servir de ça pour décider de ce qu'il faut faire. Ça nous ramène à l'époque où le tribunal révolutionnaire avait guillotiné Lavoisier en disant « la République n'a pas besoin de chimistes ». Ben, on est revenu à cette période-là exactement. Et ça n'est pas resté dans l'idéologie populaire comme un summum d'intelligence. La République n'a pas besoin de chimistes, c'est resté comme une connerie dans l'idéologie populaire. Donc j'en viens maintenant au contenu des enseignements. En tout cas, en ce qui concerne les mathématiques, c'est maintenant totalement orienté vers une capacité de programmer. Quand vous recevez un CV, quand vous lisez un texte décrivant le contenu des enseignements, ils commencent tous par programmation en Python, programmation en ceci, programmation en cela. Et quand je parle aux étudiants, je leur dis, mais enfin, vous voulez programmer, mais ce que vous allez programmer, ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. Donc vous allez vous retrouver en train de traduire en langage informatique des idées que vous n'avez pas eues et sur lesquelles vous n'aurez aucune prise. Vous allez être obligé de les accepter et puis vous les traduisez comme vous traduiriez en tadjik ou n'importe quoi. Et ils n'avaient pas compris ça, ça les choque un peu. Alors quand je leur explique ça, quelquefois, ils sont d'accord pour dire « Ah bah ouais, on aimerait bien réfléchir un peu ». C'est pas parce qu'on a fait Bac+5 qu'on doit abandonner toute velléité de compréhension. Donc il y en a que ça remue en quelque sorte quand on leur dit ça. Mais je peux vous assurer que la totalité des enseignements à l'heure actuelle est orientée programmation. Ce qui pose un problème quand même. Ça pose un problème de fond pour le devenir de la société. Parce que les gens qui programment comme ça, ils vont se trouver en compétition avec des Indiens, hindous, je ne sais pas comment on dit, qui, eux, programment pour un tiers du salaire. Donc la programmation, ça peut être fait n'importe où. Et on n'a pas de raison de fabriquer des programmeurs en France. Ça n'a pas grand sens par rapport à notre besoin industriel. Mais c'est ça qu'on leur demande. Et ils sont très fiers. Alors je reçois des CV dans lesquels je suis en train de programmer en Python et je veux mettre mes capacités à votre disposition. Et je leur réponds, mais on ne fait pas de programmation et le Python, on s'en fout. Et ça les choque. Bon, alors ensuite, donc, le contenu des enseignements, c'est souvent quelque chose d'extrêmement abstrait, du genre on va travailler sur l'équation de machin truc avec les méthodes de choses, etc. Je vais inventer ce que vous voulez. Et les élèves ne sont pas capables de remettre ça en cause. Alors le conseil que je leur donne, la recommandation que je fais, c'est aller voir votre prof et demandez-lui à quoi ça va servir ce que vous nous enseignez. Et le fait est qu'en général, le prof n'en sait rien. Il a travaillé là-dessus parce que lui-même a fait sa thèse là-dessus, puis il a continué à faire des conneries sur le sujet en question, et maintenant il le recrache parce que ça lui donne de l'importance. Donc il ne sait pas à quoi ça sert. Et il l'inculque aux étudiants, et les étudiants sont obligés de l'avaler. Alors moi, ma recommandation, c'est aller voir le prof et demander lui à quoi ça sert. Et s'il n'est pas content, vous lui flanquez quelques baffes, et puis ça va changer l'idéologie très vite. En réalité, la situation résulte d'un état qu'on appelle la surfusion. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la surfusion, c'est donné par l'eau. Elle peut être extrêmement pure et à une température inférieure à 0 degré tout en étant encore liquide. Et dès qu'on met une impureté dans l'eau, elle se cristallise et elle se solidifie. L'exemple le plus célèbre, c'est celui du lac Ladoga. Le lac Ladoga, c'est un lac qui se trouve à côté de Leningrad, Saint-Pétersbourg. Et il y a eu, c'est raconté par Curzio Malaparte dans un roman qui s'appelle Caput, et des chevaux d'une infanterie sont rentrés dans le lac était liquide, et ça s'est solidifié instantanément. Et donc, bien sûr, tout le monde est mort. Les chevaux, comme les cavaliers, ont été pris par la glace qui s'est solidifiée instantanément. Ça caractérise un état instable. Il paraît que ça existe aussi pour la transition de l'état liquide à l'état gazeux, je ne sais pas bien. Ça, ouais. Ok, merci. En tout cas, c'est un état instable qui caractérise bien l'enseignement. Et alors, le lac Ladoga, donc, il est à côté de Leningrad. Il a été utilisé par les Russes pendant la dernière guerre mondiale. D'abord, pour faire sortir, il y a eu le siège par les Allemands qui a duré environ 900 jours et qui a fait 1 million de morts. Et les Russes ont réussi à évacuer un certain nombre de gens et à apporter de la nourriture grâce au lac Ladoga quand il était gelé. Donc, il a beaucoup servi pour assurer la survie, mais il y a quand même eu 1 million de morts.
Donc j'en profite pour faire un petit aparté en disant que nous devrions peut-être nous souvenir un peu plus de ce que les Russes nous ont apporté à certaines époques. Et saluer la présence d'Igor Noskov ici, qui est conseiller scientifique de l'ambassade de Russie en France. Je termine cet aparté, je reviens à ma digression numéro 2, donc, qui est sur l'instabilité des phénomènes. En mai 68, on avait flanqué un certain nombre de baffes, un certain nombre de mandarins. Et le résultat, c'est qu'il y avait beaucoup moins de mandarins après. Il y a même eu un livre qui s'intitulait « La fin des mandarins ». Vous voyez ? Donc il suffit, il n'y a pas besoin d'être grossier, ni d'être vulgaire, ni d'être méchant. Vous leur dites à quoi vous servez. Ils battent en retraite tout de suite. Et ils disent « Bah ouais, on devrait quand même savoir à quoi on sert ». Donc ça ne peut se pérenniser que dans un état instable où personne ne leur pose la question. Mais dès qu'il y a une toute petite impureté, c'est-à-dire un crétin quelconque qui va voir le prof en disant « À quoi vous servez-vous ?», ça s'effondre. Le système s'effondre complètement. C'est ce qui s'est produit en mai 68. Donc il n'y a rien qui empêche de recommencer. Quand vous voyez une connerie dans vos cours, vous allez voir le prof en disant « Ça sort d'où votre truc ?» Et puis expliquez-nous la semaine prochaine. Ou sinon, bah, merci beaucoup, essayez de faire autre chose dans la vie. Quoi. Voilà. Quoi ? Non, mais il faut être vigoureux. Bon, il me reste un quart d'heure, c'est très bien. Alors ça, c'est l'aspect contenu des enseignements. Le contenu des enseignements est insatisfaisant, mais encore une fois, c'est la communauté scientifique qui décide du contenu des enseignements. J'ai été critique vis-à-vis des politiques, mais ce n'est pas les politiques qui nous guident, qui nous dictent le contenu de nos enseignements. Le contenu des enseignements dans toutes les disciplines, il est décidé par les enseignants eux-mêmes. Pour nous, c'est les inspecteurs généraux et les professeurs d'université. C'est nous qui formons les profs du secondaire, qui forment les profs du primaire, etc., etc. Donc on est complètement... C'est pas Macron qui nous implique qu'on doit utiliser Bourbaki pour l'enseignement. C'est les mathématiciens eux-mêmes qui ont choisi de faire ça. Et c'est leur tort. Et par contre, il y a eu des enseignements, il y a eu des circonstances, des disciplines dans lesquelles il y a eu un chef de file extraordinairement dynamique. Je pense à Jacqueline de Romilly pour les lettres. Elle avait réussi à faire insuffler un dynamisme et il y avait des tas de gens qui s'intéressaient aux lettres. Je ne me rappelle plus si elle faisait du latin ou du grec, Jacqueline de Romilly. Du grec, oui. Et qui est-ce qui a écrit les mémoires d'Adrien ? Ça m'échappe, ça. Oui, je les confonds toutes les deux. Marguerite Yourcenar et Jacqueline de Romilly. Chacune a eu une influence considérable sur l'évolution de sa discipline. Parce que c'était des gens incroyablement dynamiques et qui expliquaient qu'on a besoin de faire du latin et du grec. Ben, on n'a pas ça en maths. Le dernier qu'on a eu, c'était von Neumann, et en plus, il était américain. Moi, j'ai eu un débat avec Cédric Villani, il était bien gentil, mais il s'est mis à me parler de biodiversité, alors que je m'attendais à ce qu'on parle de mathématiques. C'était le même thème qu'aujourd'hui. Donc, il était tout à fait charmant, très poli, le débat était très courtois, mais ça n'allait pas dans le sens que j'aurais souhaité. Donc, je dis, nous n'avons pas en mathématiques d'équivalent de Teddy Riner en judo, ou Marguerite Yourcenar, ou Jacqueline de Romilly pour les lettres, le grec ou le latin. C'est ça qui nous manque. Il y a eu en physique un type qui s'appelait Pierre-Gilles de Gênes, qui était très dynamique, mais il est mort, ça fait longtemps. En tout cas, il avait une certaine capacité d'entraînement. Voilà, donc il manque ça en maths, on n'y peut rien. Bon, j'arrive maintenant au dernier point, qui est comment faire en sorte de demander du travail. Alors là encore, les candidatures que nous recevons, c'est toujours du style « je sais programmer ». Et je vais mettre ma programmation à votre service. Je vais m'épanouir dans votre entreprise et je vais faire des progrès, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'attend un chef d'entreprise. Alors, pour comprendre ce qu'attend un chef d'entreprise, le mieux, c'est de se référer. Il y a un type qui était venu me voir en me disant, un élève, qu'est-ce que je dois lire ? Est-ce que je dois lire les 4 tomes de Bourbaki, espace vectoriel topologique ? Ou est-ce que je dois commencer par le cours de Choquet ? Ou est-ce que c'est le cours de Dieudonné ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je lui ai dit non, vous ne lisez rien de tout ça, vous lisez Victor Hugo. Mais peut-être pas tout Victor Hugo, simplement la légende des siècles. Et peut-être pas tout la légende des siècles, mais simplement le cycle héroïque chrétien. Et peut-être pas tout le cycle héroïque chrétien, mais simplement Embryo. Et peut-être pas tout Embryo, mais simplement les 4 vers suivants. Grand Dieu, que voulez-vous que je fasse à présent ? Mes yeux cherchent en vain un brave au cœur puissant et vont tout effrayés de nos immenses tâches, de ceux-là qui sont morts à ceux-ci qui sont lâches. Ceux-là qui sont morts, c'était Roland et Olivier qui avaient été tués à Roncevaux. Et donc, que voulez-vous que je fasse à présent ? C'est exactement ça.
Donc le type est parti, il n'a pas bien compris ce que je voulais lui dire. Bon. Je vais y revenir dans une seconde. La question se pose pour un élève, un étudiant qui écrit à un employeur potentiel. Il devrait se préoccuper de ce dont l'employeur a besoin. Et ça, c'est extrêmement facile à savoir avec les moyens modernes de communication. Si vous voulez poser votre candidature, je vais dire n'importe quoi, chez Thales, chez Safran, à la Banque Populaire ou n'importe quoi, vous regardez sur Internet ce que font ces institutions et vous trouverez tout de suite, excusez mon langage, vous trouverez tout de suite les emmerdements qu'elles peuvent avoir. En général, il n'y a que 3 types d'emmerdements. Ils veulent vendre plus, ils veulent dépenser moins, ils ne veulent pas avoir d'ennui avec les réglementations environnementales. Donc vous regardez sur leur site, il y a en général un document unique de référence quand ils sont cotés en bourse dans lequel tout ça est expliqué en détail. Donc vous le regardez, vous le lisez et vous cherchez quelles sont les préoccupations du chef d'entreprise. Et après, vous lui écrivez en fonction de ses préoccupations. Et là, ça rejoint le poème de Victor Hugo, la M. Rio. Que voulez-vous que je fasse? Oui, c'est ça. À ces mots, un jeune homme bien fait sortit des rangs et dit que Monsieur Saint-Denis garde le roi de France. Que veux-tu, dit le roi, et qu'est-ce qui t'émeut? Je viens vous demander ce dont pas un ne veut. L'honneur d'être, si Dieu ne m'abandonne, celui dont on dira, c'est lui qui prit Narbonne. Parce que Charlemagne, donc c'était en 800 et quelques, il revenait d'une expédition en Espagne, et au terme de cette expédition, Roland et Olivier avaient été tués à Roncevaux, mais il revenait vers le nord, et il passait à côté de la ville de Narbonne, qui était indépendante, et il aurait bien voulu la prendre. Donc il a fait le tour de ces barons, et tous ont refusé de prendre la ville en disant « je suis fatigué, j'en ai marre, ça me fait suer ». Donc il se met en colère, et c'est là qu'il y a « que voulez-vous que fasse à présent ?» Mais heureusement, il y a Emrio qui sort des rangs, un jeune homme bien fait sorti des rangs et dit que Monsieur Saint-Denis garde le roi de France. Que veux-tu, dit le roi, et qu'est-ce qui t'émeut? Donc c'est l'employeur qui dit j'ai un problème, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et la réponse est je viens vous demander ce dont pas un ne veut. L'honneur d'être, si Dieu ne m'abandonne, celui dont on dira c'est lui qui prit Narbonne. À ces mots, Charles, plus rayonnant que l'archange céleste, s'écria « Tu seras pour ce propos hautain, Aimery de Narbonne et comte palatin. » Le lendemain, Aimery prit la ville. Donc c'est ça, vous écrivez à l'employeur en lui disant « Je veux être celui qui apportera une solution à vos problèmes. » Peu importe, vous n'avez pas besoin de parler de vos diplômes, vous n'avez pas à dire que vous savez programmer en Python ou en n'importe quoi. Vous dites simplement je veux apporter ce dont pas un ne veut. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus et je propose de venir les résoudre. Le type va tomber à genoux en entendant ça. C'est comme le Faust de Goethe. Instant, arrête-toi, tu es trop beau. Donc vous êtes sûr d'être embauché avec une description comme celle-là. Je viens vous demander ce dont pas un ne veut. Mais je ne reçois jamais de lettres comme ça, moi. Parce qu'ils passent leur temps à essayer de se vanter du fait qu'ils savent programmer en Python ou autre chose. Et en plus, ils disent « je vais m'épanouir ». Mais j'en ai rien à foutre qu'ils s'épanouissent. Je ne suis pas payé pour leur épanouissement. Enfin, c'est absurde. On croirait que les gens n'ont aucune logique. Quoi? C'est pas logique ce que je dis? Ils peuvent s'épanouir en plus. Mais c'est pas mon problème. Non, c'est un peu. Nous, enfin, ça fait 28 ans que la SCM existe, et quand nous écrivons à un client potentiel, à un prospect, comme on dit en américain, on leur dit, ben voilà, vous avez tel et tel emmerdement et on va travailler pour vous pour le régler. Et c'est facile de trouver les emmerdements. Les derniers qu'on a eus, c'était avec la SNCF, c'était des plans d'inspection des rails, parce qu'ils ont besoin de savoir quels sont les rails qu'il va falloir inspecter. La RATP, c'était la robustesse des talus, etc., etc. Là, on vient de terminer un travail pour une boîte qui s'occupe de fabriquer de la betterave, et ils ont des ennuis avec la substitution d'un produit par un autre pour lequel il faut démontrer ceci et cela. Donc tout le monde a des ennuis, c'est complètement normal. La société bouge et ce n'est pas la faute de Macron, ça. Donc il est très facile de trouver des sujets d'intérêt pour lesquels... Alors il faut faire attention à ceci, c'est qu'il faut se limiter absolument aux lois de la nature. Si vous commencez à passer dans le domaine du politiquement correct, ça ne donnera rien de toute façon. Et là, je vais vous lire... Je vous recommande, si vous avez 2 € à investir, c'est écrit là, 2 €, vous voyez, traité sur la tolérance.
Voltaire le dit très bien, mais plus personne ne lit Voltaire de nos jours. Alors, il parle de la nature. Je vous lis ça parce que c'est très intéressant. C'est moi seul qui vous unis encore malgré vous par vos besoins mutuels, au milieu même de vos guerres cruelles si légèrement entreprises, théâtre éternel des fautes, des hasards et des malheurs. C'est moi seul qui, dans une nation, arrête les suites funestes de la division interminable entre la noblesse et la magistrature, entre ces deux corps et celui du clergé, entre le bourgeois même et le cultivateur. Ils ignorent toutes les bornes de leurs droits, mais ils écoutent tous, malgré eux, à la longue, ma voix qui parle à leur cœur. Écoutez bien ceci. Moi seul, je conserve l'équité dans les tribunaux où tout serait livré sans moi à l'indécision et au caprice. Au milieu d'un amas confus de lois faites souvent au hasard et pour un besoin passager, c'est exactement ce qu'on voit en ce moment, et pour un besoin passager, différentes entre elles de province en province, de ville en ville, et presque toujours contradictoires entre elles dans le même lieu. Vous pouvez vous offrir ça pour 2 €, hein, c'est écrit sur la couverture. Seul je peux inspirer la justice quand les lois n'inspirent que la chicane. Celui qui m'écoute juge toujours bien, c'est la nature qui parle, hein, et celui qui ne cherche qu'à concilier des opinions qui se contredisent est celui qui s'égare. Écoutez bien, c'est le dernier paragraphe du traité sur la tolérance. Les gens ne lisent pas ni le dernier paragraphe ni les précédents. Il y a une bonne femme qui disait des conneries sur Internet, donc je lui ai offert ce livre et elle a continué à dire des conneries sur Internet. C'est très intéressant. Il y a un édifice immense dont j'ai posé le fondement de mes mains. Il était solide et simple, tous les hommes pouvaient y entrer en sûreté. Ils ont voulu y ajouter les ornements les plus bizarres, les plus grossiers et les plus inutiles. Le bâtiment, c'est exactement le cas de la décarbonation à l'heure actuelle. Le bâtiment tombe en ruine de tous les côtés. C'est ce que vous voyez avec l'éolien et le photovoltaïque. Les hommes en prennent les pierres et se les jettent à la tête. Je leur crie « Arrêtez, écartez ces décombres funestes qui sont votre ouvrage et demeurez avec moi en paix dans l'édifice inébranlable qui est le mien. » On ne peut pas dire mieux. On ne peut pas dire mieux et encore une fois, vous pouvez l'offrir pour une somme modique. Donc, si la règle c'est celle-ci, on vit très bien en période d'obscurantisme, il faut se cantonner aux tâches qui sont directement liées aux lois de la nature, en ignorant tout ce qui est du politiquement correct. Et ensuite, il reste un grand nombre d'organismes qui sont liés aux lois de la nature. C'est évidemment le cas, par exemple, pour toutes les entreprises qui s'occupent de transport, puisqu'ils ont des voyageurs et qui sont obligés de faire attention à la sécurité des voyageurs. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous avez tout ce qui concerne les épidémies, le vieillissement des ouvrages d'art, tout ce que vous voulez. Les lois de la nature se retrouvent un peu partout, mais on a tendance aujourd'hui à les... Je sais pas, enfin, on n'en parle plus, quoi. On a l'air de considérer que maintenant, c'est une transition écologique, qui ceci, qui cela. Vous évitez ça. Pas rentrer dans ces questions-là, ça n'a pas de sens et vous n'obtiendrez rien. Donc, cantonnez-vous aux lois de la nature et faites des propositions, que ce soit aux jeunes ou que ce soit à des clients potentiels, qui correspondent à une meilleure compréhension des lois de la nature. Et pour terminer, je dirais qu'on est très loin en science de comprendre les lois de la nature. Dans la plupart des cas, les connaissances qu'on en a, c'est pas vous qui me contredirez, sont extrêmement empiriques. Et on a des lois, comme par exemple la loi de Newton pour l'attraction universelle, qui n'ont qu'une validité approximative, et on n'est pas capable d'expliquer ces lois, de les affiner, etc., etc. Donc il reste énormément de choses à faire, y compris pour un gamin de 3e, comprendre la flottaison d'une sphère, vous voyez. Donc le champ est immense. Il est ouvert à tous et il suffit de lire le traité sur la tolérance et même on peut se contenter de la dernière page, qui n'est pas vendue séparément. Je vous remercie pour votre attention. Bon, il y a un café, un chocolat, une collation qui est servie là-haut, mais je vais prendre vos questions d'abord. Alors, les questions, il va falloir faire tourner ça. Allez-y, monsieur. Question ou remarque. Alors d'abord, sincèrement, félicitations pour ce brillant exposé sur un sujet stratégique avec beaucoup de citations de mémoire et plus des traits d'humour qui sont très agréables à entendre. Merci. Par rapport à l'attitude des candidatures que vous avez citées, et je me permets une remarque
qui est le fruit d'expériences avec des responsables de ressources humaines de grands groupes. Et également, j'avais discuté 3 heures avec la responsable du COMEX de Michael Page, qui était un grand cabinet de recrutement, du climat actuel. Et c'est probablement lié au premier paragraphe que vous avez traité sur un petit peu les ayatollahs du réchauffement climatique. Vous avez une catégorie le phénomène, c'est que les entreprises ont du mal à recruter des gens compétents, et en particulier des ingénieurs. Bon, première remarque. Mais secondo, eux, ils sont probablement conditionnés par votre chapitre 1, où ils disent, attendez, cherche pas les besoins de la boîte. Est-ce que vous êtes totalement en accord avec ce que racontent les ayatollahs? Sinon, je viens pas travailler chez nous. On a eu mieux. Bon, le phénomène est marginal. On a eu une promotion d'une école qui a dit on jette notre diplôme ou je ne sais quoi. J'exagère un petit peu parce qu'il y a des journalistes qui en parlaient. Donc je crois qu'il faut aussi tenir compte de ce climat-là. C'est le cas de le dire, le mot climat. Je crois que vous avez complètement raison. Les torts sont partagés. On ne peut pas reprocher aux jeunes qui sont biberonnés avec des conneries sur le climat d'être biberonnés. Ce n'est pas leur faute. Les entreprises ont une large part de responsabilité, c'est-à-dire que c'est exactement la situation de IG Farben en Allemagne en 1933. Ils avaient décidé dès 1933 de virer les Juifs, parce que ça faisait de la place pour les autres et puis c'était politiquement correct. Et vous avez maintenant plein d'entreprises en France qui disent on ne veut plus travailler pour quiconque s'occupe de du pétrole, hydrocarbures, qui n'est pas suffisamment vert, etc., etc. J'ai envie de dire, ça ne me dérange pas. On n'est pas obligé de travailler avec eux. Puis de toute façon, ils courent à leur perte. Siemens a un résultat de 5 milliards d'euros de déficit parce qu'ils se sont mis dans l'éolien. Donc ça va se casser la gueule tranquillement. Il n'y a qu'à les laisser faire. On peut regretter que les entreprises n'aient pas été capables de résister davantage. Il y en a qui traînent les pieds et il y en a qui vont au-delà, c'est-à-dire qui suivent exactement ce que demandait le pouvoir politique et qui vont au-delà, comme IG Farben. J'ai essayé de parler à mes amis de ArcelorMittal, avec qui on a travaillé par le passé. C'est des gens qui fabriquent de l'acier. Ils sont tout à fait gentils. On a eu des contrats très agréables avec eux sur des trucs techniques. Et là, ils ont dit on va décarboner. Et j'ai essayé de dire à des responsables, faites gaffe, n'allez pas trop décarboner, parce que vous savez plus ce que vous allez produire à force de décarboner. Vos process qui sont incroyablement complexes, anciens, longs à mettre en place, ils vont être modifiés et vous ne pouvez plus garantir la qualité de l'acier. Ils m'ont dit, on va décarboner, c'est devenu un principe chez eux. Et je leur ai dit, écoutez, décarboner si vous voulez, c'est votre problème. Sauf que M. Mittal, qui n'est pas un philanthrope, il va prendre les 2 usines qui restent et puis il va les retirer de France et les mettre dans un endroit où on décarbonera moins. Donc, hein? Ouais, il y en a encore en France. Il y en a encore. Ouais. Donc, les entreprises sont largement, je ne sais pas comment dire, complices, c'est peut-être un mot excessif, mais en tout cas, elles ne font pas grand-chose pour résister. Dans un grand nombre de cas, elles pourraient traîner la patte et elles vont au-delà, c'est-à-dire que vous mettez des autocollants verts partout, etc., etc. Et il y en a qui disent on ne veut plus travailler avec quelqu'un qui n'est pas politiquement correct. Et c'est le cas aussi de certaines banques qui disent on ne veut plus financer des projets qui ne sont pas orientés climat, etc. Moi, j'ai envie de dire on s'en fout, laissons-les faire. Les mathématiques existent depuis 6000 ans et on existera encore quand ils auront fini. Des orientations comme celle-là, on privilégie telle et telle façon de penser. Ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Vous avez les catholiques qui privilégient les catholiques, les juifs, le village en Corse qui privilégie les gens du même village, la famille qui privilégie la famille. Des corporations comme ça a toujours existé. Vous ne les empêcherez pas d'exister. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Donc si ces gens veulent faire du vert, qu'ils fassent du vert. Ils vont se casser la gueule et ça s'auto-punit assez rapidement. Ça ne me dérange pas outre mesure. C'est complètement illégal et c'est complètement scandaleux, mais ça ne me dérange pas. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Vous avez des sectes, les francs-maçons en particulier, si vous voulez. Vous en avez plein comme ça. Quoi? Vous êtes franc-maçon? Désolé. C'est vos sectes. Et vous avez plein de corpuscules dans lesquels les gens se soutiennent mutuellement, à commencer par la famille. Hein? Pas la famille, mais bref. Vous avez plein de situations, enfin, dans l'immense majorité des cas, les décisions ne sont pas prises sur des critères absolument rationnels.
Vous avez une part d'affectif. Au sens large du mot, ça ne me choque pas. Donc là, en l'occurrence, c'est complètement illégal, mais ça se cassera la gueule tout seul, ça ne nous dérange pas. Les entreprises auraient pu mieux réagir, mais les scientifiques ne l'ont pas fait. Donc vous avez raison, il y a une sorte de consensus dont Et ça influence aussi les candidats. ça influence les candidats qui n'ont pas la capacité de réfléchir, parce qu'ils ne sont pas soumis à des... Oui, mais c'est parce qu'ils le veulent. Par exemple, des sites qui expliquent les choses, les vraies données sur le climat, il y en a plein. Des publications, il y en a plein. Des livres, il y en a plein. Et ils ne les lisent pas parce qu'ils ne veulent pas les lire. Donc vous êtes entré dans une période d'obscurantisme, mais vous en avez encore pour 1750 ans. Prenez-en votre parti. D'autres questions? Allez. Non, j'ai trouvé ça aussi intéressant, mais j'ai un peu la même remarque que monsieur. On est dans un monde quand 99,9% de l'information est orientée dans une direction. C'est quand même pas facile de dire, écoutez, vous avez tort, et c'est le 0,1% qui a la vérité. Quoi qu'on écoute, quoi qu'on lit, c'est qu'on est quand même totalement confronté à un flux unique, quoi. On en arrive des jours, même à douter quand même, parce qu'on ne peut pas être seul à se considérer comme un non-imbécile. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Vous avez par exemple, on a construit des cathédrales. Est-ce qu'il y a la moindre indication objective qu'un dieu quelconque ait réclamé une cathédrale et soit satisfait de l'érection de la cathédrale? Et pourtant, on continue à faire des cathédrales. Ça ne me choque pas outre mesure. Les gens ont des credos comme ceux-là, et puis ça les habitue, et ils sont contents. Il ne faut pas mettre la foi et la science ensemble, c'est deux aspects quand même. Mais la foi se réclame de la science. Les gens qui ont érigé les cathédrales, ils estiment que c'est... Oui, mais... C'est vous qui faites une distinction. L'humanité a toujours été comme ça. Elle a des prises de position qui sont globales, dont il est très difficile. Prises de position globales dont il est très difficile de sortir. Je dirais que ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Et quelquefois, on se bagarre avec ça, même plus qu'à l'heure actuelle. Il y a eu des tas... Enfin, il y a eu des conflits pour savoir si on devait faire le signe de croix d'un côté ou de l'autre. Voltaire en parle. Donc moi, ça ne me surprend pas outre mesure. C'est pas vrai, il y a 99,9%. Il y a encore à l'heure actuelle une part significative des scientifiques qui arrivent à se faire entendre. On n'est pas comme sous le Troisième Reich. Sous le Troisième Reich, vous avez eu des dizaines de millions de morts. Là, vous avez des dizaines de millions de gens qui sont ruinés. C'est quand même pas la même chose. C'est pas au même niveau. Et vous pouvez encore... Là, j'ai fait mon exposé. Il n'y a pas de SS à tête de mort qui est frappé à la porte. Bon, vous voyez. Oh, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Encore une fois, on a survécu à tout un tas de périodes d'obscurantisme, on survivra bien à celle-là. Celle-là, elle ne durera pas sous cette forme parce que le pays est pratiquement ruiné. Mais elle sera remplacée par une autre. C'est ce que je disais au début. Les fondements ne sont pas satisfaisants, donc le corps malade attrapera autre chose. On ne sait pas quoi exactement. Moi, je vous déconseille, si pour répondre à votre question, je vous déconseille d'entrer en conflit avec l'idéologie majoritaire. Ça n'a pas de sens. Faites ce que réclamaient Planck et Heisenberg, et vous créez des îlots de stabilité. Vous vous démerdez dans votre coin, si je puis m'exprimer de manière aussi vulgaire, et puis vous y arriverez facilement. On y arrive encore. Encore une fois, vous vous préoccupez des lois de la nature, et on vous fout la paix. On en a besoin, c'est tout. Donc, Alors, l'îlot de stabilité, il se fait connaître quand même. Il diffuse ses idées, l'îlot de stabilité? Le nôtre? Non, l'îlot de stabilité oui, que vous recommandez. Il n'a pas vocation à diffuser quoi que ce soit. Les gens viennent nous trouver de temps en temps en disant vous êtes vraiment des abrutis. C'est Astérix, hein. Ouais, mais non, il résistait contre les Gaulois, contre les Romains. Nous, nous ne résistons pas. Personne, enfin en mathématiques, on est tout petit. Et l'idéologie ambiante, l'idéologie ambiante, c'est on réfléchit le moins possible et on a du big data, on a de l'intelligence artificielle, donc on n'a plus besoin de mathématiques. Je leur dis, mais faites donc, on n'a pas besoin de vous. J'ai eu une discussion, une fois, il y a un type de Framatome à qui j'avais écrit en proposant nos services, et le gars me répond, on a des gros ordinateurs qui calculent très vite, donc on n'a pas besoin de vous. Je dis très bien, continuez. Et après, je déjeune avec un type qui était plus haut placé que lui dans la hiérarchie de Framatome.
Et on a posé la question suivante, de Framatome et des mathématiques, lequel a le plus besoin de l'autre? Et la réponse était complètement évidente. Donc c'est leur problème. S'ils veulent jouer avec des gros ordinateurs et que ça leur suffit, grand bien leur face. On nous fout la peine, nous. Mais enfin, j'insiste sur le fait que, par exemple, j'ai plus du tout de lien, et je le regrette, avec la communauté mathématique académique. Il existe une société mathématique de France et un truc qui s'appelle la SMAI, Société de mathématiques appliquées et industrielles. Je leur ai demandé des rendez-vous à plusieurs reprises en disant on peut vous expliquer ce qu'on fait. Au moins, ça vous servira à alimenter vos enseignements avec des exemples concrets. Je n'ai jamais été reçu et à aucun moment ils n'ont voulu utiliser ce que nous faisions. C'est leur problème. Comme disait Laurent Schwartz, on ne fait pas boire à un âne qui n'a pas soif. Et en l'occurrence, ils n'ont pas soif. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est leur problème. Je ne suis pas chargé de faire vivre la communauté académique. Si elle veut crever dans son jus, c'est son problème. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc on ne fait pas de militantisme. Il y a une formule en physique qui relie la force, la pression et la surface. Quand vous avez une force donnée, si vous la faites agir sur une trop grande surface, ça n'a pas d'effet. Par contre, si vous la faites agir sur une très petite surface, ça a un effet. On se contente de l'utiliser à notre échelle, c'est tout, quoi. Moi, j'attends que ça passe, et si ça met 1750 ans à passer, c'est pas un problème pour nous. Vous perdez votre temps, si vous avez discuté pendant 3 heures avec un cabinet de conseil, vous avez perdu votre temps, c'est tout. Non? Oui, monsieur Noskov, allez-y, parlez fort. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui étaient proposées pour réformer votre école? Est-ce que Mon la école? réforme d'Attal va aboutir à quelque chose? Non. C'est simple, la réforme étant décidée par le gouvernement au pouvoir ne peut aboutir à rien. Elle est discréditée par essence, par principe. Donc, c'est comme Alexandre quand il va voir Diogène, ôte-toi de mon soleil, c'est simple. Je ne l'écouterai même pas. Si réforme il y a, elle ne peut venir que des spécialistes de chaque domaine, comme Jacqueline de Romilly, et chacun ayant pour tâche de revitaliser son domaine. Mais les relations internationales peuvent aider, c'est-à-dire qu'on peut mettre en commun des problématiques qui sont communes, et chaque gouvernement peut y puiser quelque chose. Donc il ne faut pas espérer une réforme émanant du gouvernement français qui aille dans un sens favorable. Ils sont discrédités depuis l'origine. C'est-à-dire la situation est fatale, pour vous? Oui, oui. Mais je m'y suis habitué, ça ne me dérange pas, moi. Je répète, c'est comme Max Planck et Heisenberg en 1933, on attend que ça passe, c'est simple. Ça finira par passer d'une manière ou d'une autre. On s'est mis en situation d'attendre pendant encore 1750 ans. Et concernant les dernières propositions de Macron vis-à-vis de support de la recherche, secteur de recherche. Je ne lis pas les propositions de Macron par principe. Voilà, c'est ça. Mais vous devez entendre parler. On est quand même obligé de vivre dans notre monde. Non, vous peut-être, mais pas moi. Il est mentionné qu'on a des secteurs privés qui est très absent dans les recherches fondamentales, notamment. Et j'espère qu'ils vont contribuer beaucoup plus. Est-ce que c'est réel? C'est pareil, à votre avis? Je crois que j'ai un peu répondu à tout ça. Le secteur privé ne contribuera pas parce que le secteur privé considère à l'heure actuelle qu'il n'a pas besoin de science. À chaque fois qu'on s'adresse à une entreprise, par exemple, dans la prochaine lettre de la SCM, vous lirez ceci. J'ai eu des discussions avec un certain nombre d'entreprises en leur disant « Vous allez être soumis à un dossier de sûreté et vous avez 3 ans pour rédiger ce dossier, donc prenez de l'avance et essayez de comprendre les phénomènes de manière à bien répondre à la question. » Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils attendront qu'on leur pose des questions explicitement et qu'on leur donne un financement qui va avec. Ils ont perdu toute habitude de faire de la recherche par principe. Ils ne veulent plus. Donc maintenant, c'est du style, on va engager... Il y a eu cette tendance récemment avec ils appellent ça le jumeau numérique. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils allaient utiliser des logiciels qui reproduisent les lois de la nature en allant beaucoup plus vite. Alors ils font faire par un thésard sur le coin d'une table ce qui avait pris 10 ans de recherche à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et avec ça, ils ont la prétention de mettre sur pied de nouvelles classes de réacteurs nucléaires qui s'appellent des SMR, Small Modular Reactor. Alors j'ai eu à regarder un de ces projets et je me suis mis en colère.
Et j'ai rédigé un document et j'ai envoyé ce document à l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Et il y a un haut responsable qui m'a rappelé le lendemain matin en rigolant, en me disant des projets comme celui-là, il y en a 82, et rassurez-vous, aucun d'eux ne verra jamais le jour. Donc il y a une tendance à l'heure actuelle en France, c'est plus qu'une tendance, c'est une certitude, à réfléchir le moins possible et à essayer de faire, excusez mon langage, le moins possible de science. Évidemment, pour vous, en Russie, c'est complètement absurde. Mais en France, c'est la mode, c'est la tendance, c'est une vision de la société qui est profondément ancrée. Donc vous ne pouvez pas attendre que le secteur privé, excusez mon langage, qui en plus a des emmerdements parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont au bord de la faillite, ils ne peuvent pas se permettre de faire de la recherche de bonne qualité, ils n'en ont pas les moyens. Ils en ont perdu l'habitude, ils ont perdu les gens parce qu'ils sont partis, et de plus, ils n'ont pas de fric. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Mettez-vous à leur place. Non ? N'espérez pas que le secteur privé va reprendre le flambeau et faire émerger une science de bonne qualité. C'est pas possible. C'est eux-mêmes, enfin, ils se sont mis d'accord avec les universitaires pour faire le moins de sciences possible. Voilà. Ça fait partie de l'obscurantisme. L'obscurantisme a plusieurs pattes, si j'ose dire. Et il y en a un qui est le gouvernement, il y en a un qui est les scientifiques, et il y en a un qui est constitué des entreprises. Donc il n'existe pas à l'heure actuelle de feu qui soit vert. Tous les feux sont au rouge foncé. Et le projet de transformation des instituts de recherche en agence de programme, qu'est-ce que vous pensez ? Mais ça va être colonisé instantanément par des gens qui vont dire il va falloir faire de la programmation en Python, il va falloir faire de la transition écologique, il va falloir faire de l'hydrogène, il va falloir faire du vert partout. À partir du moment où les décideurs sont imbus de réflexions qui n'ont pas de sens scientifique, vous pouvez être sûr que les décisions qu'ils vont prendre vont être mauvaises. Donc c'est même pas la peine de les lire. Ces gens sont par définition orientés idéologiquement. Je dis même pas politiquement, idéologiquement. Et par définition pour eux, il faut réfléchir le moins possible et il faut aller le plus vite possible vers une transition écologique, dont la planète ne nous a jamais rien demandé du reste. C'est absurde, mais vous avez plein de situations de ce genre-là dans l'histoire de l'humanité, là encore. Donc vous n'en sortiez pas de cette manière-là, c'est pas possible. Il n'existe pas de corps constitué. Bien sûr, le Sénat aurait pu faire quelque chose, l'Assemblée nationale aurait pu faire quelque chose, ils ne le feront pas. Ils sont tous idéologiquement orientés vers exactement qu'entre 1933 et 1945 en Allemagne, sur la pureté de la race. Donc la comparaison est très pertinente. On n'en est pas au même niveau de cruauté, mais on est au même niveau d'obscurantisme. Vous avez l'air d'avoir du mal à réaliser. Prenez compte du fait qu'il n'y a pas de sortie possible de manière globale. Il n'existe pas de clignotant qui soit ouvert. Ils sont tous au rouge, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. On peut très bien survivre en période d'obscurantisme. Les mathématiques ont existé pendant les 6000 dernières années, malgré toutes les périodes d'obscurantisme. Ça ne nous a pas empêchés de travailler. Ils continuent à travailler, on s'en fout. Ils considèrent qu'on est inutile. Ils ont bien raison, ça ne nous dérange pas. Comme disait Pierre Dac, il ne suffit pas d'être inutile, il faut savoir être odieux. Vous notez ça, vous ? Ah oui. Et nous avons complété cette formule en disant il ne suffit pas d'être odieux, il faut savoir être cruel. Mais c'est dur, hein, on a mis des années. Le résultat, c'est que les gens ont peur parce que il se trouve que les mathématiques ont un rôle fondamental dans toutes les démonstrations de sûreté. Une démonstration de sûreté, ça veut avoir un caractère logique. Vous partez d'une situation, vous regardez toutes les variantes et vous démontrez que tout a été pris en compte. Donc ça se lit comme une démonstration de mathématiques. Et nous avons ce privilège de regarder les démonstrations de sûreté et de dire là ça vaut rien, là ça vaut rien, là ça vaut rien. Donc à la poubelle. Et les autorités de sûreté sont ravies d'entendre ça. Pour vous donner un exemple, peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. On a eu des discussions, on a eu un contrat avec EDF sur l'utilisation des gros codes de calcul pour la sûreté nucléaire.
Vous avez des codes de calcul qui font 50 paramètres, c'est énorme. Enfin, c'est des codes extrêmement compliqués qu'ils ont mis des années à développer. Le nom du code, c'est Qatar. Ça a été développé avec le CEA, EDF et d'autres encore, Framatome, dans les années 70. C'est... Hein ? Il y a Annecy aussi. Ouais, sûrement, il y a plein de gens. Ouais, c'est un truc qui a représenté des milliards d'euros de développement. Et donc, il a une cinquantaine de paramètres. Et si chaque paramètre prend 10 valeurs, ça fait un espace de configuration qui est 10 puissance 50. Et c'est censé rendre compte de l'état du réacteur en cas de grosse brèche. Donc, il faut faire une démonstration de sûreté en démontrant que dans telle et telle situation, la température ne va pas dépasser, c'était 1200 degrés Celsius, peu importe. Et ils font leur démonstration avec des runs. Et ils disent, on a fait 1 milliard de runs, c'est vachement bien. Sauf que je leur ai dit, bah ouais, mais l'espace des configurations, c'est 10 à la puissance 50, et vous n'avez exploré que 10 à la puissance 9. C'est peanuts. Alors ils me disent, ouais, mais on l'a fait au hasard. Je dis, c'est encore pire, parce que la probabilité qu'une fléchette passant par une porte entrebâillée atteigne sa cible, elle est supérieure à la probabilité que vous trouviez dans la zone défectueuse. Et on a envoyé ça à l'Agence pour la sûreté nucléaire, qui a été refusée complètement la démonstration en question. C'est complètement évident. Dès que vous avez un code de calcul qui est trop fin, il est inexploitable pour une démonstration de sûreté à cause de cet argument sur la taille de l'espace de configuration. Donc on leur a dit, il faudrait peut-être que vous vous mettiez à réfléchir pour faire des codes de calcul qui soient plus grossiers. Et les réflexions sont en cours, ça date de 2015, mais ils n'ont pas beaucoup progressé. Vous voyez, donc on est incontournable. Si on leur dit 10 puissance 9 divisé par 10 puissance 50, n'importe quel imbécile est capable de faire le quotient et voir que ça vaut rien. Donc on est incontournable. L'autorité de sûreté nucléaire ne peut pas ignorer un argument comme celui-là. Comme ils prétendent faire de la science, c'est de la science de mauvaise qualité. Mais ils prétendent faire de la science, donc ils sont bien obligés de... Si on leur dit, comme on l'a dit pour RTE et les lignes à haute tension, si on leur dit vos arguments ne valent rien parce que... RTE, c'était vraiment marrant. Vous aviez les lignes à haute tension et puis le nombre d'Alzheimer à côté et loin, etc. Et quand vous regardiez les quotients du nombre à côté et le nombre loin, il y avait plus d'Alzheimer loin qu'à côté. Et on leur a dit, mais vous mettez 12 pages de calcul pour démontrer que les lignes sont nocives. Mais quand on regarde votre tableau en page 1, il dit l'inverse. Le type, il a été obligé de retirer son article. C'est imparable comme argument. Donc vous en avez plein comme ça. Il suffit de lire la première page de l'article et puis vous dites, c'est des conneries tout ça. Et ils peuvent rien faire contre. C'est notre métier que d'être mathématicien. Donc on a, je ne sais pas comment dire, un pouvoir qui est complètement exorbitant parce qu'ils se sont mis, si j'ose dire, ils se sont mis entre nos pattes. Alors on va être cruel là. On en abuse. Oui, monsieur. Ouais, moi, ce qui m'intrigue actuellement, quand même, c'est l'enseignement des mathématiques. Comment ça se fait que c'est devenu aussi presque inutile, quoi. Les programmes, moi, je ne suis pas enseignant, les programmes, c'est les programmes qui amènent à cette situation ou si c'est... Les programmes, c'est nous qui les avons faits. Je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est la communauté mathématique elle-même qui est à l'origine de ces programmes et on les a faits pour les raisons que j'ai expliquées. Présence de l'informatique et puis mixité sociale. Donc il ne tient qu'à nous de les rendre plus attrayants, mais ça serait vachement difficile parce que les profs n'en veulent pas. Ils se cramponnent à leur savoir-faire, qui en général a une mauvaise qualité, et ils sont pas... Moi, par exemple, je crois que je l'ai déjà raconté ici, j'ai enseigné la théorie de l'intégration pendant des années quand j'étais prof à Lyon, et mes collègues ne savaient absolument pas à quoi ça servait. Et c'est seulement quand j'ai créé ces entreprises que j'ai expliqué que la théorie de l'intégration servait à faire les centrales à inertie. Il n'y a pas un prof de fac qui le sache. Donc vous vous retrouvez avec une situation où les gens ont un savoir doctrinaire et ils répètent ce savoir doctrinaire. Mais ça serait pareil dans d'autres disciplines. C'est entièrement de notre faute et von Neumann l'avait dit. Alors pour obtenir un changement, il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme Pierre-Gilles de Gênes qui aille voir le ministre en disant « Écoutez, vous commencez à me casser les pieds, il faudrait peut-être changer le contenu des programmes ». C'est ce que j'essaye de faire là. J'ai un projet avec un livre sur Archimède dans lequel on va aborder, c'est destiné aux élèves de seconde et première,
et leur montrer que dès la seconde et première, on peut aborder des problèmes qui sont directement liés aux lois de la nature, comme la flottaison de la sphère, etc. C'est facile à réaliser, mais encore une fois, en 28 ans, je n'ai jamais eu un seul contact avec la SMAI ou la SMF dans lequel ils auraient montré un quelconque intérêt pour ce que nous faisons. Alors que nous, par définition, on est confrontés aux problèmes de la vie réelle en permanence. La SCM vit de ça. Ça ne les intéresse pas. Donc, et même quand on leur propose, ils n'en veulent pas. Donc c'est vraiment un âne qui n'a pas soif. Et c'est même un âne qui vous menacera d'un procès si vous menacez de le faire boire, si vous lui proposez de le faire boire. Il y a l'âne qui n'a pas soif, qui ne boit pas, mais là c'est même un âne qui va vous menacer d'un procès, tribunal, si vous lui offrez à boire. Voilà. Mais il y a une réponse quand même. Vous avez parfaitement le droit de créer une société, une entreprise privée, une école privée qui enseignera autre chose, autrement. On est encore dans un domaine de liberté pour ça. Vous n'aurez pas l'agrément. Non, on n'aura pas l'agrément, mais on peut s'en foutre. Et mon club de judo, ils ont des gens en permanence qui se ramènent. C'est pour ça que le mardi et le samedi, je suis plein de courbatures. Mais ils n'ont pas d'agrément, ou si j'en sais rien. En tout cas, il y a un nom de fou, les gens payent une cotisation, ce qui n'est pas le cas en maths, et ils viennent pour se faire taper dessus. Non, mais c'est vrai. On n'aura pas l'agrément. Est-ce qu'on a besoin d'un agrément? C'est le sujet de cette discussion depuis le début. Il faut apprendre à se passer quand les gouvernants sont hostiles et incapables. Il faut apprendre à se passer d'eux. Faisons les choses de manière individuelle. Et par contre, vous pourrez certainement trouver des entreprises pour appuyer cette idée. Non, parce que ce casse-feu, il se ressent énormément dans l'industrie. Moi, j'ai vu l'évolution. Quand moi j'ai commencé de travailler, les gens, ils n'avaient pas peur devant un problème. Là, maintenant, les jeunes, ils ont peur devant un problème parce qu'ils n'ont pas d'outils. Ouais, mais les entreprises les confortent dans cette vision. Et encore, je vais vous donner un exemple que nous avons vécu. Il y a un type de chez Valeo qui était à la direction de la recherche qui m'a dit « On va soutenir ton projet sur Archimède et on te donnera 100 000 euros. » Et après, il m'a dit « On ne soutiendra rien du tout parce que l'action a baissé. » Donc, il ne m'a pas donné un copec. Et après, j'ai appris que Valeo faisait un hackathon, un truc comme ça, enfin, sur l'intelligence artificielle, où ils se gargarisent avec des termes vagues, entièrement verdâtres, etc., etc. Donc, quand il faut mettre de l'argent, ils en ont. Mais c'est uniquement de l'argent dans le politiquement correct. Parce que les industriels, c'est un problème que leur personnel... Non, ils font semblant. Écoutez, vous avez lu, par exemple, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou 1985 de H.G. Wells. Et c'est pareil, on est dans cette situation où l'ensemble du pays a créé une classe qui pense le moins possible. Et c'est complètement évident. Oui, monsieur, allez-y. Oui, pardon. Je voulais savoir s'il y avait eu une influence de Bertrand Russell sur le groupe Bourbaki. Je ne saurais pas. J'étais trop jeune quand le groupe s'est constitué. Je ne sais même pas s'il existe encore et je ne sais pas s'il y a eu cette influence. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas s'ils avaient besoin d'une influence. C'était des gens qui étaient très prétentieux et qui croyaient réécrire les mathématiques à partir de rien. C'était pas idiot dans le principe, mais ça s'est révélé idiot comme moyen d'enseignement. Voilà. Oui, ça c'est l'influence entre les deux qui... Je ne saurais pas dire. J'ai jamais fréquenté. Schwartz lui-même était membre de Bourbaki, mais de manière secondaire en quelque sorte. C'était pas l'un des fondateurs et c'était pas l'un des plus actifs. Et même il était critique en privé, comme je disais tout à l'heure. Je sais pas. D'autres questions? Oh, oui, Allez-y. oui, vous avez beaucoup critiqué l'hyper-élitisme des années 60. Alors bon, à juste titre, je suis assez d'accord. Sauf que ce qui a suivi l'hyper-égalitarisme était encore 10 fois pire. C'est-à-dire où on se retrouve finalement avec des étudiants qui valident des profs pour par exemple le CNU, etc. Ça devient complètement hallucinant. Et on a une prépondérance d'ailleurs des critères des critères complètement extérieurs à la compétence professionnelle ou à la compétence même académique
notamment sur des critères de sexe, voire même de race, je ne sais pas. Enfin bon. Et on a eu d'ailleurs cette intervention, alors là c'était aux États-Unis, donc on voit cette présidente de Harvard, je crois, dont on apprend aussi qu'elle n'a écrit que 10 articles et dont la moitié sont frauduleux. J'ai entendu parler de cette situation. Effectivement, on a pris tendance à sélectionner sur des critères qui étaient hautement non rationnels. C'est clair, ça. En particulier, être noir, etc., etc. Je n'ai pas d'action, je n'ai pas d'idée sur la question. Moi, mon retrait est global, si vous voulez. À partir du moment où on se retire, les gens peuvent faire toutes les conneries qu'ils veulent, ça ne nous intéresse pas. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire après l'hyperélitisme au lieu de cette dérive égalitariste? Mon point de vue, c'est un peu comme au judo, c'est-à-dire vous faites venir un grand nombre de gens et puis vous gardez ceux qui ont envie d'être gardés, et petit à petit, ça se décante. Mais en mathématiques, il y a des gens très âgés qui ont fait des contributions significatives et qui ont mis très longtemps avant d'avoir leur première contribution. On considérait qu'ils étaient nuls, et puis après, ça s'est décanté, ou inversement. Il y a des gens qui restent des imbéciles toute leur vie, bon, tant pis. Il aurait certainement... Hein ? C'est rare. Je sais pas. Il aurait certainement valu... C'est-à-dire qu'on a eu ce problème systématiquement en mathématiques, qui est ce qu'on appelle le jugement par les pairs. Et ça, c'est fondamentalement nocif, c'est-à-dire que les travaux des uns et des autres sont jugés par l'ensemble de la communauté, laquelle est profondément orientée par principe. Donc, Non hiérarchisé, c'est ça le problème aussi. moi, j'aime pas la hiérarchie de toute façon, et quand nous avons créé la SCM, on s'est mis en retrait. Par exemple, on a décidé qu'on ne soumettrait jamais un projet à quelque approbation que ce soit. Nous vivons des contrats qu'on nous passe, et ces contrats ne sont pas approuvés par le crédit d'impôt recherche ou par qui que ce soit. Si Donc, ça se plante, c'est vous qui payez. pardon Si ça se plante, c'est vous qui payez. Bien sûr, oui, c'est ce que j'ai fait depuis le Ce début. n'est pas le cas justement dans la recherche publique. Je n'y peux rien, je me suis mis en retrait de ce système. Je pense qu'il est fondamentalement malsain et que le point le plus malsain, c'est ce qu'on a appelé le jugement par les pairs. Dans la mesure où la communauté est complètement, je ne sais pas comment dire, sortie de ses gonds en quelque sorte, vous ne pouvez pas vous fier à son jugement. Les choses qu'elle va retenir, si les gens sont médiocres, vont être par définition médiocres. Et si l'orientation est idéologiquement pervertie, ce qu'elle retiendra va être idéologiquement perverti aussi. Donc le mieux, c'est de ne pas demander, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous abstenez de toute requête adressée aux organismes publics, parce que c'est des gens qui sont malhonnêtes, incompétents, etc., puis de toute façon idéologiquement orientés. Donc me demandez pas quel système il faudrait faire à la place. À mon avis, la réponse, c'est foutre la paix au monde et les laisser se débrouiller, quoi. Mais vous êtes libre de créer un journal si vous en avez envie, vous êtes libre de créer une école si vous en avez envie, et vous êtes libre de créer une boîte comme la SCM si vous en avez envie. Je crois que vous avez du mal, enfin les gens ont du mal à comprendre qu'il faudrait arrêter de demander l'aide de l'État et vouloir réformer l'État. Vous n'y arriverez pas. Il n'est pas en situation d'être réformé. Alors démerdez-vous autrement. C'est ça que j'ai essayé de dire depuis le début. On peut créer des îlots de stabilité sans demander l'aide de l'État. Je comprends que ça vous choque parce que vous n'êtes pas habitué. Il y a eu quand même des réformes qui ont marché. Bon, en Chine ou bien en Russie, il y a quand même des dirigeants à peu près pertinents qui ont réussi à s'imposer. Oh, sûrement, il y en a eu en France aussi, oui. Et Napoléon Ier a fait des traits. Qui hélas a été torpillé par le PS, mais le Rocard, dans l'ensemble, avait quand même des bonnes orientations. C'est possible, je ne suis pas compétent là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une formule qui relie la force et la surface. La force étant fixée par mes capacités, la surface ne peut pas être aussi large que la réflexion sur les réformes du pays tout entier. Si vous me dites qu'il y a eu des dirigeants de bonne qualité en France, c'est évident. Il y a eu Napoléon Ier, il y a eu Louis XIV, il y en a eu plein. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est parti pour 1750 ans d'obscurantisme, c'est tout, c'est comme ça. Prenez-en votre parti. Ça n'a pas de sens de vouloir le réformer dans l'état actuel des choses. C'est voué à l'échec. D'accord? Bon. C'est pas de ma faute. Alors ne me demandez pas ce qu'il faudrait faire à la place, parce que vous êtes en train de me dire qu'il faudrait proposer ça au gouvernement. Il ne m'écoutera pas. Max Planck avait pu aller rencontrer Hitler. Hitler l'avait reçu. Mais moi, si j'essaye d'aller voir Macron, il ne me recevra même pas. Je n'ai pas eu le prix Nobel de physique. Vous me direz, Macron, c'est pas Hitler, mais je ne suis pas non plus Max Planck. Donc il ne me recevra pas, il ne m'écoutera pas, il s'en fout.
Les décisions sont prises depuis longtemps et il s'est fait appuyer par tout un cortège de pseudo-scientifiques qui lui donnent raison par avance. Donc une voix discordante ne l'intéressera pas. Il fera en sorte de ne même pas l'écouter. Je n'aurai pas accès ni à lui ni à l'un de ses conseillers de conseiller. Ça n'a pas de sens. Du reste, s'il avait voulu écouter les voix discordantes, elles se sont fait entendre depuis des années et des années. On le lui a dit déjà. Vous avez du mal à comprendre ça. Oui, monsieur. Sur des points précis, quand même, on peut très bien contrer les évolutions de... Je ne sais pas lesquelles. Ouais. Allez-y, on vous écoute. Le micro est dirigé vers vous. Ouais. Par exemple, donc, il faut faire valoir, si on veut combattre les éoliennes, il faut faire valoir le fait qu'elles émettent beaucoup d'exafluents de soufre, des choses comme ça, des points précis. Qu'elles consomment beaucoup de métaux rares. Mais ce que vous dites n'est pas du tout pertinent. J'ai lu dans la presse il y a 2 jours que Macron avait pris la... est très limitée en plus, ils sont très mal dimensionnés à l'heure actuelle en fatigue. Ça, c'est un argument rationnel. J'ai lu dans la presse il y a 2 jours que Macron avait décidé d'ériger un énorme parc d'hydroliennes en mer, etc. 150 hydroliennes en mer, je ne sais plus où. C'est une décision qu'il a prise il y a 2 jours. Donc l'argument dont vous parlez, il s'en fout. Il y a des tas de cas, on lui a expliqué, il voit bien que économiquement, le sujet est en train de s'effondrer. C'est pas du tout rentable. Je pourrais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des mathématiques derrière. Mais ils s'en foutent. Ils continuent à mettre des éoliennes et des hydroliennes partout, au mépris de la représentation populaire, des arguments scientifiques et de tous les recours juridiques qu'il peut y avoir. Ils s'en foutent. Donc c'est comme ça, c'est tout, vous n'y pouvez rien. Laissez-les mettre leurs éoliennes, hydroliennes, ça va se casser la gueule. Encore une fois, Siemens a déjà 5 milliards de pertes liées à son activité, ça s'appelle Siemens Gamesa. 5 milliards de pertes liées à son activité dans l'éolien. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ils veulent se ruiner, ils vont se ruiner. Les éoliennes de Siemens en Allemagne, c'est elles qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Mais je m'en fous. À égalité avec l'aviation. C'est possible, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je ne vais pas rentrer dans des comptes de gaz à effet de serre. En plus, ça n'a strictement aucun sens. D'accord, ça n'a aucun sens. Mais il faut les prendre dans leur propre piège. Non, je ne refuse. C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Je refuse d'entrer dans la rhétorique avec les tenants du climat. Ça n'a pas de sens. Vous allez vous mettre avec un graphique qui monte, un graphique qui descend, comparer le CO2 émis par ceci ou par cela. Ce sont des règles de discussion qui sont de nature religieuse. Si vous demandez à un physicien s'il faut faire le signe de croix de la gauche à droite ou de droite à gauche, il ne saura pas. Et de toute façon, s'il donne un avis, tout le monde s'en fout. Donc c'est exactement ça. Moi, on ne me demande rien et je ne dis rien. Voilà. C'est simple. Vous avez du mal avec ça parce que vous êtes tous plus ou moins liés à l'État. Vous avez eu des... Vous donnez 1750 ans de perspective. Ouais. Pardonne-moi, c'est ça. Ça, c'est votre... On aurait aimé voir une solution un peu plus tôt. Renoncez-y. C'est ce que... Toi qui entres ici, quitte toute espérance. Ouais, vous avez du mal, hein, c'est triste, mais j'espère que mon exposé vous aidera à prendre conscience du fait qu'il n'existe pas de solution globale. Quoi? C'est dur, hein? C'est dur d'être face à un mur. Pourquoi? Je trouve ça plutôt marrant, moi. Parce que vous avez perdu l'habitude de vous bagarrer. Non, parce qu'on ne peut même pas se bagarrer. Bien sûr que si qu'on peut. Il faut attendre. Non. Perdre toute espérance. On peut toujours se bagarrer. Quand vous créez un îlot de stabilité, c'est une bagarre en soi. Il faudrait au moins en créer 2 pour qu'on puisse discuter entre 2. Oh ça, il y en a plein déjà. Il y a encore pas mal de gens. Nous, nous sommes en bon terme avec tout un tas d'entreprises, organismes, y compris d'ailleurs des organismes publics.
des ministères, il n'y a pas que des imbéciles partout. Il y a des tas de gens qui sont attentifs aux lois de la nature et qui disent qu'il faudrait quand même considérer qu'elles existent et qu'il faut les observer. Donc on ne se retrouve pas nu et isolé intellectuellement, ce n'est pas du tout le cas. Même entre 33 et 45, il y avait des tas de gens qui constituaient des cercles de réflexion qui n'étaient pas favorables à l'idéologie de la pureté de la race, bien sûr. Je ne me sens pas isolé intellectuellement, au contraire, il y a des tas de gens qui m'enquiquinent en me disant tu devrais dire que, etc. Voilà. Bon, maintenant, il y a un café qui est servi là-haut avec des petits gâteaux. Ça vous va? On arrête là? Merci.